Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse consacrée cette semaine aux frontières sur le continent africain. Le dossier du jour s'intéressera aux tarifs extérieurs communs de la CEDEAO. Et au sommaire également de cette émission, la conférence de mise en état dans l'affaire Charles Blé Goudé maintenue au 13 février. La CPI, la Cour pénale internationale, a rejeté la demande d'ajournement. Le Niger rejoint la coalition militaire dans la lutte contre Boko Haram. Le pays va envoyer 750 hommes. Et nous verrons que le Sénégal ambitionne d'atteindre l'autosuffisance en riz en 2007 et que le Zimbabwe aussi a de grandes ambitions, dont celle de produire 10 millions de tonnes de minerais par an. Ils sont avec nous pour en parler, nos éditorialistes. Malik Hacher. Malik, bienvenue. Bonjour Amira. Daoud Attal. Daoud Attal, merci d'être avec nous. Bonsoir Amira, bonsoir à tout le monde. Et Jean-François Kanchikombe. Jean-François, bienvenue. Bonsoir à tous, à toutes et bonsoir Amira. Et tout de suite, c'est l'info du jour. La Cour pénale internationale de La Haye a rejeté la demande d'ajournement de la conférence de mise en état de l'Ivoirien Charles Blé Goudé. Pour rappel, le 11 décembre 2014, la chambre préliminaire de la CPI avait confirmé 4 charges à l'encontre de l'ex-chef des Jeunes Patriotes. Le point tout de suite avec ce sujet de Birama Saounera. Charles Blé Goudé sera à nouveau devant les juges de la Cour pénale internationale le 13 février prochain. La CPI a rejeté la prorogation des délais et l'ajournement de la conférence de mise en état. Cette demande a été introduite par la défense de Charles Blé Goudé. La Cour apprécie le temps nécessaire pour un procès. Donc, si le tribunal estime qu'une partie a déjà eu suffisamment de temps pour préparer la défense, à ce moment-là, on ne proroge pas, on ne lui accorde pas un délai supplémentaire. Mais malheureusement, dans ce cas d'espèce, c'est le tribunal qui juge de la durée du délai qu'il peut accorder. Les avocats de la défense ont invoqué leur incapacité à apporter des éléments nécessaires pour la conférence d'ici la date fixée par la CPI. Une situation que certains juristes trouvent acceptable dans le cadre d'un procès de cette envergure. La conférence de mise en état, c'est pas une audience en tant que telle. On ne juge pas l'affaire au fond. On vérifie simplement si les parties ont accompli toutes les diligences qu'on leur avait imposé de faire. Mais je pense quand même que pour bien juger, il faut juger dans l'apaisement. Si le conseil de M. Blé Goudé estime qu'il lui faut encore du temps nécessaire pour mieux préparer sa défense, il n'y a pas de raison objective pour ne pas le lui accorder. Charles Blé Goudé a comparu pour la première fois le 27 mars 2014 devant la juge de la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale. Partisan de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, il est poursuivi pour participation à des actes de violence et incitation à la haine lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Jean-François, c'est le jeu de demander un report. Vous comprenez la demande de la défense de Charles Blé Goudé ? Oui, Amira, de toute façon, nous sommes dans quelque chose qui est relativement banal dans le cadre des procédures judiciaires. Un article du règlement prévoit que l'avocat peut demander, lorsqu'il estime qu'il ne dispose pas d'assez de temps pour réunir les éléments de preuve, notamment pour la défense de son client, il le demande, et puis le juge statue. Pour l'instant, nous sommes encore, je dirais, presque dans les préliminaires. Nous sommes dans les préliminaires, on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. On peut d'ailleurs comprendre que, je ne dis pas qu'il s'agit d'une manœuvre dilatoire, mais on peut comprendre que l'avocat essaie de retarder le plus longtemps possible le temps où on va arriver au fond du dossier, sachant que par ailleurs, nous avons derrière ce dossier-là un débat politique, nous avons des enjeux politiques en Côte d'Ivoire même, pas de la part de Blé Goudé lui-même, mais de la part de Laurent Gbagbo. Je pense que les deux sont concertés. En tout cas, pour moi, c'est un non-événement. Ça arrive tous les jours devant les tribunaux qu'un avocat demande et que la Cour apprécie. Là, la Cour a estimé qu'il n'y avait peut-être pas de rapport entre le temps qui était demandé et les éléments de preuve ou les éléments que l'avocat estimait devoir pouvoir aller rechercher. Donc, ils ont tranché. Il y aura une conférence de mise en état. Il y aura encore longtemps avant qu'on en arrive vraiment au fond. Daouda, c'est un procès avec de multiples enjeux.
Oui, avec de multiples enjeux, Amira, politiques notamment. Donc là, il va y avoir les élections bientôt en Côte d'Ivoire. Donc je pense que on a eu un comité vérité et réconciliation qui n'a pas forcément fonctionné comme il fallait, qui avait été confié par l'ancien président d'ailleurs, Henri Konan Bédié. Et je pense que on a tous intérêt, toutes les parties ont intérêt à ce que ce procès se déroule vraiment dans les meilleures conditions et de façon apaisée, parce que l'impact peut aussi s'apercevoir sur la scène politique ivoirienne assez loin du coup d'où est détenu Charles Blé Goudé. Donc je pense que moi je serais d'avis de dire que on aurait pu accéder à sa demande, étant donné que ça ne concerne pas le fond du dossier pour le moment, pour leur permettre de bien préparer en tout cas la suite du procès. Malik, l'avenir politique et sécuritaire de la Côte d'Ivoire dépend de la tenue de ce procès ? Je pense que c'est important que déjà ce procès ait lieu le plus rapidement possible pour permettre à la Côte d'Ivoire de tourner une page de son histoire mouvementée. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est surtout que Charles Blé Goudé n'est pas jugé pour ses actes antérieurs à 2011. Il a une participation importante dans la crise politico-militaire de 2004. Ça m'étonne fortement. Je pense que c'est nécessaire pour permettre à la Côte d'Ivoire au moins de trouver un avenir politique serein. Alors pour revenir à cette conférence de mise en état, concrètement, qu'est-ce que c'est, Jean-François ? La conférence de mise en état, c'est ce qu'expliquait l'avocat tout à l'heure. Il s'agit d'une réunion, enfin d'une petite audience, pendant laquelle le procureur va présenter les éléments de l'accusation, et puis l'avocat va présenter les éléments en faveur de la défense de son client, et les stratégies des uns et des autres va apparaître à ce moment-là. Mais on ne va pas discuter du fond, on va discuter en fait des éléments de preuve. Je rajouterai juste un élément, c'est que la Cour de la Haye est tenue aussi par une règle, par un principe qui est important, c'est celui de juger dans un délai raisonnable. C'est aussi ce facteur-là qui a été, je crois qu'il a été déterminant dans la décision des juges. On ne comprendrait pas qu'une cour pénale reporte s'inédier. Imaginez un peu que l'avocat de Blé Goudé ne le demande pas et que la Cour estime à chaque fois qu'il faut reporter. Si c'était le procureur qui l'avait demandé, on aurait parlé de détention illégale de Charles Blé Goudé dans les geôles de la Haye. Il y a pire geôle que les geôles de la Haye. Mais bon, là, c'est la défense. Là, c'est la défense qui l'a demandé. Mais la Cour est tenue aussi de juger dans des délais raisonnables et apprécie si les demandes de la défense sont raisonnables. Elle n'est pas obligée d'accéder à toutes les demandes de la défense, de la même manière qu'il n'est pas obligé d'accéder à toutes les demandes de l'accusation. Il a été transféré en plus en mars 2004, donc quand même, ça fait quand même pratiquement maintenant un an qu'il a pu constituer quand même ses éléments de défense en une année. Donc je pense que ce report n'est pas explicable. Jean-François ? Je pense qu'on peut même s'étonner que Charles Blé Goudé, qui est un orateur fini, ne veuille pas aller plus vite au fond. On l'a vu lors de la précédente audience. Aller plus vite au fond, justement, pour présenter sa défense. Parce qu'il a des choses à dire. Mais justement, ce n'est pas le lieu de le faire. Là où il peut le faire avec toute la latitude, c'est en allant au fond. Donc, il faut que la conférence de mise en état soit passée et qu'on aille au fond. Moi, je suis un peu étonné qu'ils tiennent cette stratégie d'attente. Alors que je ne crois pas que ce soit le tempérament de Charles Blé Goudé, qu'on lui connaît. Daouda, vous comprenez, vous, cette stratégie ? Moi, je pense que ce procès a un relent politique et j'ai pas d'autres explications que le côté politique en fait de la chose, parce que peut-être retardé, ça permet de maintenir un certain suspense et il a peut-être toujours espoir de s'en tirer de façon, compte tenu des enjeux politiques en tout cas. Or, je pense que la justice sera dite, le droit sera dit à ce niveau-là, parce que la Cour pénale internationale, c'est pas un tribunal ivoirien, malheureusement, mais voilà. Mais ça, oui, c'est vrai. Que ce jugement se passe à La Haye, on espère toujours, voilà, mais pas en Côte d'Ivoire. Et on va passer à la suite avec le Niger qui rejoint la coalition dans la lutte contre Boko Haram. Le Parlement nigérien a approuvé à l'unanimité l'envoi de soldats auprès de la force multinationale chargée de lutter contre la nébuleuse au Nigeria, mais aussi dans la sous-région. Rappelons que 8700 hommes composent ce bataillon. Ibrahima Dindiaye. Le Parlement nigérien vote l'envoi de troupes au Nigeria.
La résolution a été votée à l'unanimité par les 120 députés ce lundi soir. Elle permettra l'envoi de soldats au Nigeria dans le cadre de la force régionale composée de 8700 militaires pour lutter contre le groupe islamiste armé Boko Haram. Le Nigeria et le Tchad devraient apporter chacun entre 3200 et 3500 hommes, tandis que le Cameroun et le Niger enverront 750 soldats chacun. Dans le cas du Mali, nous avons déploré le fait que ce soit les autres pays hors Afrique qui soient intervenus avant nous-mêmes, les Africains. Je crois que c'est ce que nous sommes en train d'éviter dans le cas de Boko Haram. C'est pourquoi j'apprécie la mobilisation des pays du bassin du lac Tchad et du Bénin dans ce dossier. La force multinationale aura son quartier général à N'Djamena et aura pour mission de recouvrir les pays du bassin du lac Tchad. Elle devra être opérationnelle dès le mois de mars. La participation du Niger dans cette coalition est non négligeable dans la guerre contre le terrorisme. Permettre à l'exécutif de remplir son mission régalienne, c'est-à-dire de décider de rentrer en guerre, est une décision qui vient à point nommé. Il n'y a pas de surprise majeure parce que, compte tenu de la mobilisation régionale qui s'est faite ces derniers temps, on s'attendait justement à ce que cette décision soit prise au niveau du Parlement. Maintenant, c'est une bonne nouvelle. Il y a d'autres défis qu'il va falloir relever. C'est que le Niger décide pleinement et officiellement de rentrer en guerre contre Boko Haram va certainement amener l'adversaire à accroître ses frappes sur le territoire. On a observé ces derniers temps qu'il y avait des attentats à l'explosif et peut-être que cela va continuer. Donc c'est bien de mettre en place une force pour lutter contre Boko Haram, mais il faut aussi renforcer le dispositif de sécurité intérieure. Rappelons que le Niger a subi 2 premières attaques simultanées de Boko Haram ce vendredi 6 février dans la ville de Bosso et d'Ifa, dans le sud du pays, attaques au cours desquelles 109 islamistes ont été tués. L'armée du Niger a déploré de son côté la perte de 4 militaires et un civil. Malik, on ne peut que saluer cette décision prise par le Niger. Oui, le Niger a été très réactif, il faut saluer cette décision et comme on le dit à chaque fois, face à un phénomène transnational, il faut une coopération des États face à ce phénomène-là, et en l'occurrence le terrorisme, parce qu'il y a cette menace de contagion à toute la région. Et donc il faut vraiment que les États arrivent à s'entendre pour lutter ensemble contre ce phénomène, sinon on n'y arrivera jamais. Alors Daouda, une force composée du Nigeria, bien évidemment, du Tchad, du Cameroun, du Niger et du Bénin. On y a cette coopération militaire qu'on attendait depuis le début. Oui, on y est, tout à fait. Maintenant, on y est, oui et non, parce que on va dire la confirmation institutionnelle est là. Donc le Niger a voté pour l'envoi d'une force de 750 soldats. Les autres pays sont d'accord aussi. Le Nigeria accepte cette coopération. Je pense que les outils sont là. Maintenant, c'est pas encore tout à fait opérationnel. Il faut que ça passe. Voté, ouais. Voilà, exactement. Il faut que déjà trouver les financements, parce que ça, c'est pas garanti encore. Parce que quand on s'engage sur une guerre amiral, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir. Et on sait très bien aussi que les États qui sont impliqués n'ont pas forcément les moyens que demande cette guerre et éventuellement la visibilité à moyen long terme. Donc l'enjeu, ce sera d'aller négocier des financements auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc d'avoir ce cachet des Nations Unies après que l'Union africaine ait en tout cas encouragé la mise en place de cette force. Je pense que là, c'est bien que le Niger soit dans la course. 750 hommes, bon, c'est moins de 10% des 8700 prévus, mais c'est déjà une très bonne chose. Et je pense aussi que dans la région sud-est du Niger, frontalière donc au Nigeria, les 2 attaques qui ont été subies posent la nécessité d'agir de la part de l'État nigérien, et heureusement qu'il l'a compris. Alors Jean-François, uniquement des pays de la sous-région, est-ce qu'on doit attendre une coopération militaire de la part des autres pays? Il n'y a pas que des pays de la sous-région, il y a le Bénin. Il y a le Bénin qui a promis d'envoyer 700 hommes, je crois, 700 ou 750 hommes. On peut espérer qu'il y ait une mobilisation d'autres pays que les pays de la sous-région. Moi, ce que j'observe, c'est que là, ce dont il s'agit, c'est-à-dire le vote du Parlement, c'est ce vote à l'unanimité qui est très important, parce qu'il faut la mobilisation aussi des forces représentant la nation nigérienne. Cette décision est une décision pour la constitution de la force multinationale. Il ne s'agit pas de la déclaration de guerre.
Il ne s'agit pas de la déclaration de guerre. Et d'ailleurs, on a bien vu que les attaques qui ont eu lieu ces derniers temps avaient été repoussées, avaient été très bien repoussées, ce qui voulait dire que l'armée nigériane était prête. Et moi, je suis plutôt d'avis qu'il n'y a même pas besoin d'aller au Conseil de sécurité pour demander quoi que ce soit. Les pays de la région sont dans une situation de légitime défense. On ne déclare pas la guerre. Quand on est en légitime défense, on n'attend pas de déclarer la guerre. Ce sont les autres qui vous déclarent la guerre. Là, en l'occurrence, c'est Boko Haram. Bon, maintenant, on espère que le Tchad a engagé des troupes et finance déjà en partie ses propres troupes. Le Nigeria est en mesure de financer ses troupes et je pense que si financement il y a, les États africains sont tout à fait capables de s'autofinancer. Malik ? Ce qui est important aussi, c'est que le problème de souveraineté est sauté un peu, ce problème-là des États attachés à la souveraineté nationale. La collaboration, ça ne veut pas dire forcément la fin de la souveraineté nationale. Donc ça, c'est très important mais aussi. N'oublions pas quand même que c'est important aussi que ce soit discuté au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, parce que les pays qui sont engagés, les pays occidentaux vont aider dans tout ce qui est renseignement et éventuellement peut-être plus tard dans des bombardements ciblés. On ne sait pas comment ça va se dérouler pour l'instant. On n'a pas la stratégie opérationnelle militaire. Donc je pense que tout le monde soit dedans et qu'il y ait cette caution du Conseil de sécurité, bon, malgré la souveraineté des États. Ça paraît plus de consensus. En tout cas, on va pas cracher dessus. Alors, Jean-François, Boko Haram, un problème africain ou un problème international ? Boko Haram a commencé comme un problème nigérian, il est devenu un problème africain et il est en passe de devenir un problème, il est même devenu un problème international. Aujourd'hui, nul ne peut dire que ce problème appartient seulement aux Africains. On dit souvent autour de cette table qu'il faut se souvenir de la nature de Boko Haram. Ce type d'organisation est une organisation qui est affiliée à d'autres, en tout cas qui est reliée à d'autres. Le financement de Boko Haram est un financement international, c'est une galaxie. Boko Haram fait partie d'une galaxie et ça, il ne faut pas l'oublier, même si, même au début, le champ d'action territorial de Boko Haram et certaines de ses revendications étaient ciblées et limitées. Le fait que Boko Haram soit en lien avec Al-Qaïda, soit en lien avec, avec les forces qui sont en Libye, les forces islamistes en Libye, au nord du Mali, etc. Ces organisations-là fonctionnent selon un principe qui est celui de l'effacement des frontières. Les frontières n'existent pas pour elles. Donc, sont nécessairement, de mon point de vue, un problème mondial. Donc de l'autre côté, il faut avoir la même stratégie, l'effacement des frontières. Je pense aussi, mais ils ont un temps d'avance sur les États, parce que l'État, sa réalité première, c'est la frontière. Cette organisation-là, sa réalité première, c'est l'effacement des frontières. Donc, ils ont un temps d'avance, et maintenant, il est heureux que les États réagissent, et maintenant, il faut qu'ils se donnent les moyens de réagir, non seulement militairement et massivement, mais surtout en anticipant par les moyens des renseignements, comme Malik l'a dit tout à l'heure, par une réactivité plus grande, etc. C'est donc la fin de cette première partie. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour le dossier du jour. À tout de suite.